Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des filtres de Kalman. À quoi sert le filtre de Kalman? Alors on va partir de la problématique suivante. On va imaginer que l'on ait un détecteur quelconque, par exemple sur du traitement de l'image, un algorithme qui va nous détecter un objet sur une image, ou un capteur de type gyroscope, un télémètre, un thermomètre, peu importe. Mais on a quelque chose qui nous prend des mesures et on va imaginer que la bonne mesure est la courbe bleue sur ce graphique. Ce qui va se passer, c'est que très souvent, les instruments sont bruités. Les instruments de mesure sont bruités, ce qui veut dire qu'on a de l'information qui va s'ajouter à notre mesure. Donc on n'aura jamais la bonne mesure, on sera toujours un petit peu à côté de la plaque. Bien sûr, en moyenne, on va avoir la bonne mesure, mais chacune d'entre elles, indépendamment, est plus ou moins loin de la bonne valeur. Ce que va nous permettre le filtre de Kalman, c'est d'évaluer justement cette bonne valeur. Donc il va tenter de nous donner une courbe qui sera la plus proche possible de la courbe bleue, sachant toutes les observations qu'il a fait précédemment. Alors il y a quelques petites conditions. Une des conditions par exemple est que ce bruit soit gaussien. D'espérance nulle bien évidemment, mais qui soit gaussien. Donc lorsqu'on a des mesures, donc lorsqu'on prend nos mesures, qu'elles sont légèrement à côté, elles doivent répondre à une loi de Gauss. Si on est loin de la vraie mesure, la probabilité doit être très faible, et plus on se rapproche, plus la probabilité d'avoir un peu de bruit va augmenter. Alors elle peut être plus ou moins large, peu importe aussi la cause, hein. Ça peut être dû à l'électronique, ça peut être dû à un défaut de l'algorithme, peu importe, mais il faut que cette loi soit gaussienne, il faut que ce bruit soit gaussien. On a de la chance, ça va être la plupart du temps le cas. Ce filtre va procéder de la manière suivante, il va nous faire des prédictions, il va nous faire une prédiction sur la bonne valeur, et même si c'est un peu déroutant dans un premier temps, il faudra faire confiance, il faudra avoir confiance en cette prédiction et ne pas avoir confiance en la mesure. Alors ça peut être un peu bizarre de se dire je mets les mesures de côté, mais en fait on ne les met pas tout à fait de côté, on veut débruiter justement la mesure. Donc il ne faut pas avoir confiance en cette mesure, il faut avoir confiance en ce que va nous donner notre modèle. Par contre, on effectuera bien la mesure parce qu'il faudra la donner au filtre de Kalman qui va faire une série de calculs qui lui permettra normalement à chaque pas d'avoir une estimation qui sera de plus en plus fiable. Donc on a deux étapes. Première étape, on fait une prédiction. Une fois qu'on a fait la prédiction, on prend une mesure et sachant cette mesure et sachant la prédiction, le filtre va s'auto-corriger. Alors voilà pour la fonction première de ce filtre, hein, débruiter l'information, mais on peut l'utiliser à autre chose, et par exemple en traitement de l'image, on peut l'utiliser pour faire la chose suivante. Une des choses que l'on peut vouloir faire, c'est faire du suivi d'objets, et on peut vouloir suivre plusieurs objets. Alors imaginons que l'on ait la boule qui est ici, qui est en train de se déplacer vers la droite, celle-ci, à un moment va passer derrière le cube bleu ici. Lorsqu'on fait du suivi d'image, il peut arriver que l'on perde la trace de l'objet. Soit parce que notre détecteur n'est pas parfait, ce qui arrive assez souvent, on peut sur 2, 3, 4 images perdre l'objet, que ce soit avec un réseau de neurones, avec la fonction InRange, avec Detect Multiscale, peu importe. Mais on peut perdre l'objet, mais on peut aussi le perdre tout simplement parce qu'il disparaît de l'image en passant derrière un autre objet par exemple. Ce que l'on aimerait savoir lorsqu'il réapparaît, c'est si on a affaire au même objet. Alors ce que l'on peut faire ici, c'est justement utiliser la capacité du filtre de Kalman à comprendre l'évolution des choses, à nous faire des prédictions pour nous dire, lorsqu'on réaccroche l'information, lorsque là on redétecte notre objet, savoir nous dire si l'objet est celui qui a disparu peu de temps avant ou pas. Donc pour ça, on a l'objet qui va se déplacer. Tant qu'on accroche l'objet, on donne des informations au filtre de Kalman qui comprend le déplacement. On continue de faire des prédictions pendant que l'objet n'est plus là. Et si l'objet réapparaît à l'endroit des prédictions de notre filtre de Kalman, eh bien on considérera que c'est le même objet. Donc voilà une utilisation
un petit peu détourné du filtre de Kalman, mais on va voir que ça donne de bons résultats. Toutes les formules doivent être écrites, je dirais, dans un format matriciel. Donc, pas de panique si vous n'êtes pas familier de l'écriture sous forme de matrice. Les opérations que l'on va faire sont très simples et on va les décrire une par une. Alors, on va prendre l'exemple suivant. Donc, on va appliquer ça au traitement de l'image et on va dire que on essaye de décrire un modèle qui décrive la façon dont un objet se déplace dans l'image. Donc, on a cet objet ici, ce rond bleu. Et on va commencer par écrire un vecteur d'état. Il va falloir trouver un certain nombre de mesures qui vont donc décrire l'état de cet objet. Quelque chose d'assez classique, c'est de prendre les coordonnées de l'objet dans l'image, donc x et y, que l'on a ici, et deux autres coordonnées pour décrire la vitesse, ici, donc avec les deux composantes, vx et vy. Et il va falloir que l'on écrive quelque chose qui a cette forme. Donc on a notre état à l'instant t qui est égal à une certaine matrice que l'on va écrire ici, qui s'appelle la matrice de transition, multipliée par l'état à l'instant t-1 plus du bruit, donc un bruit gaussien. Dans les équations de Kalman complètes, il y a une autre partie qui est une matrice de contrôle. On peut appliquer des forces par exemple sur l'objet, mais dans ce premier exemple simple, je ne vais pas mettre cette deuxième partie de l'équation. Donc on va rester juste sur ce cas qui est assez simple. Alors comment remplir notre matrice? Eh bien on va tout simplement écrire la relation entre xt et xt-1 sachant la vitesse. Donc là c'est relativement simple. La position sur x est égale à l'ancienne position plus la vitesse multipliée par le delta de temps. Et idem pour y. Donc voilà la relation sur le vecteur position à t et par rapport à t-1, sachant la vitesse. Il va falloir écrire ça sous forme matricielle, donc ça nous donne ça. On va avoir une série de 1 sur la diagonale et 2 dt ici. Si on prend la première ligne, on a bien x de t-1 plus vx t-1 multiplié par dt, donc qui est ici, le v de x est là. On a un équivalent, son équivalent pour y, et bien sûr sur la vitesse vx et vy, eh bien on reprend tout simplement uniquement vx et uniquement vy. Donc la matrice de transition qui est celle-là est relativement simple dans notre cas. On part vraiment sur le cas le plus simple. On a un objet qui évolue à une vitesse et c'est de cette manière que l'on va écrire la relation entre l'état à l'instant t et l'état à l'instant t-1 en n'oubliant pas le bruit. Bien, on sait comment évolue notre système et on sait décrire son évolution. Maintenant, il va falloir prendre une mesure, puisque une fois qu'on aura fait une prédiction, on prendra une mesure et le filtre de Kalman pourra ainsi se corriger, sachant sa prédiction et sachant la mesure. Alors, on a le vecteur z qui contient justement toutes les mesures, on a la matrice H qui s'appelle la matrice d'observation, et on a son bruit ici. Alors on pourrait se demander à quoi sert ceci, mais il arrive que, alors qu'on a un état, donc ici avec 4 informations, x, y, vx et vy, il est possible que l'on ne puisse pas mesurer toutes les informations du vecteur d'état. Et ici c'est le cas. Comme je vais utiliser une fonction d'analyse de l'image pour savoir où est mon objet, je sais où se trouvent x et y. Par contre, v de x et v de y, je ne les ai pas. Bien sûr, je pourrais faire une évaluation, mais je ne les ai pas. Donc avec H, on va dire à notre modèle, on va dire au filtre de Kalman que l'on a bien une mesure de x, on a bien une mesure de y. Par contre, on n'a rien concernant les deux vitesses. Donc il faudra qu'il s'en débrouille. C'est pas un problème pour lui, il va savoir se débrouiller avec ça, mais il faut lui donner cette information. Donc là, c'est ce que l'on va faire avec cette petite matrice d'observation. Voilà l'ensemble des formules que je vous donne de façon un peu brutale. On va bien sûr pas voir la démonstration de ces formules puisque c'est pas un cours de mathématiques. Vous trouverez l'explication
et surtout les démonstrations de toutes ces formules dans des cours universitaires. Vous les trouverez assez facilement sur Internet. Si vous avez besoin de plus d'infos, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mais là, on va les prendre telles quelles et on va les tester. Alors, on voit qu'on a, je vais dire, deux jeux de formules. On a celles qui permettent de faire des prédictions. Donc, on a notre vecteur d'état qui dépend de l'état précédent et de la matrice de transition que l'on a décrit. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir, en fonction du bruit de, je dirais, de transition, on va pouvoir avoir une estimation de la convariance de l'erreur. Donc là, c'est le modèle qui calcule, qui essaye d'évaluer l'erreur qu'il a par rapport à la toute première formule qu'on lui a donnée. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fera à chaque fois. À chaque étape, on va faire ceci. Par contre, si on a une mesure, et uniquement si on a une mesure, donc on ne fera pas cette deuxième partie, les mises à jour, si notre objet disparaît. Là, on ne fera que des prédictions. Si notre objet apparaît à l'écran, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit mettre à jour cette fameuse valeur K. Alors K, c'est pour Kalman, avec voilà, une série de calculs qui est un peu complexe ici, mais de toute façon, c'est pas nous qui allons les faire. On a ici le gain de Kalman, qui est justement ce gain qui va s'affiner au fil des observations, au fil des mesures et au fil des prédictions. Donc il se fait avec ce calcul assez complexe, et on aura, une fois qu'on aura calculé le bon gain, deux autres petites corrections à faire avec les formules qui sont ici. Alors, comme je l'ai dit, on va les prendre un peu de façon un peu brutale, on va les prendre comme ça, on va les coder et on va regarder ce que ça donne. Passons au code. Alors, on va écrire une petite classe qu'on va appeler KalmanFilter. Et on va commencer par écrire la fonction d'initialisation. On va justement y mettre l'ensemble des matrices que l'on vient de voir. Alors, on a besoin bien sûr du temps dt. Et on va avoir une première matrice d'état. Donc on a dit qu'on prenait x et y. Je vais reprendre. Hop. Je vais revenir ici. Voilà, on va prendre x et y et vx et vy, les vitesses initiales. Ici, à l'appel de ma classe, je lui donnerai donc le premier point où je détecte mon objet, et en vitesse, on commencera par 0. Le filtre de Kalman sera, par ses calculs, trouver la bonne vitesse. Donc on va initialiser ici notre état avec ses valeurs. Puis on va déclarer la matrice A qui est notre matrice de transition. Donc je reprends ça, c'est la matrice que l'on a vue ici. C'est elle qui va nous permettre de dire dans quel état on arrive, sachant l'état actuel. On va définir notre matrice H, qui est notre matrice, on a dit, d'observation, qui nous permet de dire au filtre quelles sont les mesures que l'on prend. Et on va avoir les deux matrices qui sont les plus dures à remplir. Ces deux matrices donc sont le bruit. Alors si je reprends mon slide, ça va être ici le bruit qui est relatif à l'évolution de mon objet, de mon système. Et la deuxième matrice R, qui est là, qui est la matrice qui est relative aux mesures. Donc celles-là sont assez difficiles à remplir, surtout la première. Alors en général, la première, on s'embête pas trop, on met des valeurs assez petites. Ici, comme on est sur du traitement de l'image, on va dire que c'est en pixels, encore que on pourrait mettre des choses inférieures à 1, mais je vais mettre une diagonale de 1. Alors on remplit très souvent que la diagonale parce que les bruits sont tous indépendants de tous les autres vecteurs. Donc on va mettre des valeurs ici que sur la diagonale, ce qui donnera quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Ici sur le bruit de mesure, alors il peut y avoir différents cas. On peut l'avoir en regardant le document du constructeur. Par exemple, si on a un gyroscope, il peut nous donner le bruit qu'il y a sur ces mesures. Si on ne l'a pas, on peut tenter de l'évaluer en faisant des mesures. Ici, bien sûr, je n'ai pas fait de mesure.
sur du traitement de l'image, je vais commencer par une valeur très très faible. On va déjà regarder ce que ça donne et tout à l'heure on jouera avec cette valeur, donc que l'on met toujours sur la diagonale, et on regardera ce que ça donne pour bien comprendre ce qu'est, c'est surtout en fait celle-là, ce qu'est cette erreur. Même si intuitivement on peut comprendre ce que c'est assez facilement, mais tout de même on regardera les effets lorsque l'on change ici ces valeurs. Pour le moment je vais les mettre à 1. Une fois que l'on a fait ça, eh bien il ne reste plus qu'à écrire des fonctions pour ces deux blocs, je dirais, pour prédiction et pour mise à jour. Donc ici predict et update. Dans predict, je vais tout simplement écrire les formules qui sont ici. Donc il n'y a pas de difficulté. La seule petite chose à savoir, pour multiplier des matrices, dans la librairie NumPy, on a la fonction dot. Donc là par exemple c'est np.dot. Self A qui est la matrice de transition, self E qui est la matrice d'état. Donc voilà pour la multiplication. Pour l'addition, il y a juste à mettre un plus. Ici on a une inversion de matrice. Alors là c'est la fonction qui est ici. Et enfin, pour faire la transposée d'une matrice, on en a quelques-unes, on en a une ici, on en a une ici. Il suffit juste de mettre pointé derrière la matrice. Donc les calculs sont relativement simples. Je n'ai fait que retranscrire dans ces deux fonctions les calculs que l'on voit ici. Et donc que l'on peut retrouver dans un certain nombre de livres qui parlent de ce filtre. Bien, maintenant qu'on a écrit notre classe, on n'a plus qu'à aller récupérer un détecteur. Alors, je vais récupérer le code que je vous avais proposé dans les vidéos suivantes. Ici, on a la détection d'objets en fonction de la couleur. Donc, j'ai un premier détecteur ici qui marche avec InRange. Je ne vais pas expliquer, bien sûr, dans cette vidéo comment il marche puisque je l'ai déjà fait. Donc là, c'est le tutoriel 4. Et prendre aussi un autre détecteur. Vous pourrez faire des essais. Alors, l'autre détecteur, c'est Detect Multiscale qui permet de détecter le visage. Donc je l'ai mis dans le fichier ici. Idem, si vous ne savez pas comment marche cette fonction, allez regarder la vidéo. Je vais utiliser pour mon exemple ces détecteurs. Donc là, je vais surtout le faire avec Detect InRange. Alors maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir lire l'entrée de la cam, comme d'habitude avec vidéo capture. Et je vais déclarer mon filtre de Kalman. En mettant comme première coordonnée, je vais mettre 00, peu importe, le filtre saura de s'en arranger en faisant des prédictions et avec les mesures qu'on va lui donner. Et je vais mettre ici un temps d'été un peu arbitraire, j'en dirai deux mots tout à l'heure, on va le mettre à 0,1 seconde. Donc on va rentrer dans notre boucle, on lit l'image et on commence par détecter les objets. On va utiliser ça juste après. Et on va faire une prédiction. Alors la prédiction, bien sûr, au début va être fausse puisque j'ai mis en premier point 0,0. Mais rapidement, tout ça va être corrigé. Donc première prédiction et je récupère l'état. Je vais mettre un point, alors en faisant un tout petit cercle. J'ai déjà utilisé cette fonction, on peut faire un tout petit cercle. En mettant un point à l'endroit de la prédiction. Donc, encore une fois, hein, qui sera très mauvaise au début, mais qui va très très rapidement être corrigée. Ce que je vais faire aussi, puisque dans notre vecteur état, hop, si je reprends ce qu'on a fait, j'ai proposé de mettre dans le vecteur état la vitesse. Il n'y a pas que x, y, il y a aussi la vitesse. Eh bien, on va dessiner cette vitesse ici en dessinant une flèche. On a une fonction dans OpenCV Roadline. On lui donne, c'est un peu comme un segment, hein, on lui donne le point de départ et le point d'arrivée. Et une flèche sera dessinée. Donc on va aussi dessiner la vitesse. Et qu'est-ce que l'on va faire? Il va falloir faire un update. Si l'on détecte avec notre détecteur un point, eh bien on va déjà mettre un petit point à l'endroit où il y a une détection et ensuite on va faire appel à la fonction upgrade. Donc tous ces calculs un peu complexes que l'on a vus
tout à l'heure, mais qui vont aider le filtre à faire de bonnes prédictions. Donc on va faire appel à la série de formules qui est ici. Et ceci avec la fonction update, en lui donnant donc les points que l'on a récupérés avec notre fonction inRange. Et on va boucler là-dessus. D'accord? Donc on fait une prédiction, on regarde si l'on détecte quelque chose, si on détecte quelque chose, on met à jour et on redemande de faire une prédiction et on tourne là-dessus. Alors on va déjà prendre la couleur de l'objet. Voilà, je vous remettrai le programme qu'on a fait donc dans le tutoriel sur inRange. Vous pouvez double-cliquer sur un objet d'une certaine couleur et ça vous donne en haut à droite ici la bonne couleur. Donc ici c'est 90, hein, donc il suffit de mettre un range entre 80 et 100. Donc moi pour mon objet, vous le ferez avec l'objet que vous avez sous la main et ça vous permet de faire très facilement, donc comme on le voit ici, un détecteur. Donc on va regarder maintenant le programme avec le filtre de Kalman qui s'applique sur cet objet. Qu'est-ce que ça donne? Alors voilà, donc ici on a en rouge la détection par la fonction inRange et on a en vert la prédiction du filtre. Et voilà ce que ça donne. Donc on a aussi le vecteur vitesse qui se décide. Donc là on voit que le filtre de Kalman arrive à comprendre la direction que prend l'objet et arrive à nous faire des prédictions. Donc comme je l'ai dit, ici je ne l'utilise pas pour enlever le bruit, mais je vais l'utiliser pour savoir lorsqu'un objet disparaît et réapparaît, tenter d'évaluer la position de l'objet. Donc on va le faire disparaître derrière le livre. Voilà, là je continue de faire des prédictions. Et au moment où on réaccroche l'objet, si on le réaccroche à l'endroit des prédictions, eh bien on peut supposer que c'est bien l'objet qui a disparu. Donc c'est une utilisation un peu détournée du filtre de Kalman, mais elle peut nous servir à faire ce genre de choses. Je vais revenir un instant dans la classe de l'objet et on va juste modifier ici, alors de façon complètement exagérée, mais mettre ici un nombre très très grand dans la matrice qui contient l'erreur de mesure. Alors je vais mettre 100 et 100. Donc là c'est comme erreur, c'est plutôt énorme. On va voir ce que ça provoque. Donc voilà ce que ça engendre. On voit ici qu'il y a une sorte d'effet élastique. Ça met un peu de temps avant de revenir sur l'objet, mais c'est normal. On a indiqué au filtre qu'il y a une très grande erreur sur les mesures, donc avant qu'il le prenne en compte, il se passe un certain temps. Voilà, donc il ne faut pas négliger ces deux matrices, surtout si vous utilisez le filtre de Kalman, si vous l'utilisez tel qu'il est censé être utilisé, c'est-à-dire pour débruiter de l'information, il faut vraiment bien les remplir. Là sur l'image c'est moins évident, donc en général on tâtonne un petit peu jusqu'à trouver les bonnes valeurs. Bon, le mieux c'est de jouer un petit peu avec ces valeurs et de voir ce que ça donne. Une dernière petite remarque ici, donc là je vais remettre 1. À la création du filtre, j'ai mis comme delta de temps, si je reprends ici, le premier paramètre ici et le paramètre de temps. C'est ce qu'on a mis dans la classe. Alors là j'ai mis quelque chose de constant, donc attention, si vous codez ça sur un microcontrôleur ou sur quelque chose où le temps est garanti entre deux analyses d'images, alors vous pouvez le faire de cette manière. Attention, si vous êtes sur un Raspberry, que vous faites de l'analyse d'image et que de temps en temps d'autres processus peuvent être lancés qui vont être consommateurs, peut-être que le nombre d'images par seconde qui est analysé va peut-être diminuer. Donc il faudra dans ce cas avoir un delta de t qui s'adapte. Donc attention aussi à ce petit point. Voilà, donc c'est pas très difficile à mettre en œuvre. Là, il faut dire qu'on est parti d'un cas assez simple, mais en général c'est pas trop dur. Une fois qu'on a bien défini notre matrice de transition, qu'on a choisi les bons éléments pour décrire l'état de notre objet ou d'une valeur que l'on veut suivre, tout s'enchaîne assez bien. La seule difficulté, c'est évaluer l'erreur à la fois de la matrice de transition, enfin de l'erreur liée à la matrice de transition et de l'erreur des instruments de mesure. C'est pas forcément évident. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir
des valeurs dans les documentations constructeurs quand c'est un capteur. Là, sur du traitement d'image, en général, on essaye ça un peu au hasard et on modifie. Alors, il vaut mieux partir de valeurs basses et on augmente progressivement jusqu'à trouver les bonnes valeurs sans avoir un trop grand décalage. Il ne faut pas aller vers des valeurs trop grandes parce qu'on va avoir le décalage qu'on a vu tout à l'heure, mais pas non plus mettre des valeurs trop petites parce qu'il sera trop sensible au bruit. Et comme notre détecteur n'est pas parfait, il faut surtout pas mettre de petites valeurs. Donc voilà, commencez par 1, en tout cas sur de l'image, commencez par 1 dans les deux matrices et essayez d'ajuster au mieux ensuite. Voilà pour cette première vidéo sur les filtres de Kalman. Comme d'habitude, vous le savez, je laisse tout mon code à disposition, l'adresse est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des soucis, j'essaierai d'y répondre dès que possible. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à bientôt.